Merci de vous joindre à nous. Je vous parle tout d'abord de l'affaire des 150 pèlerins laissés en rade par l'agence de voyage Arameini Chérifaini. 3 d'entre eux ont été arrêtés et placés en garde à vue par la gendarmerie de la Foire. Ils voulaient manifester leur colère devant les portes du CICES. Un avocat a été commis pour rester en justice. On va y revenir. Comme annoncé en titre, colère des commerçants du marché syndicat de Mbour et le l'état d'immondice et les eaux stagnantes qui empêchent leur environnement. Et puisque les camions de ramassage des ordures ne passent plus de plus belle lurette, les commerçants ont décidé de ne plus payer la taxe municipale à Mbour-Tchernodaf. Les vendeurs du marché syndicat de Mbour décident de ne plus s'acquitter de la taxe municipale journalière. Le syndicat de Mbour regorge une énorme potentialité du département. Parce que tous les fruits qui viennent de la sous-région descendent ici et les exportent sur les 19 collectivités, de 16 collectivités du département. Élargir le syndicat pour répondre aux normes nationales et internationales. Si ce n'est pas fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons croiser nos bras. Nous n'allons plus payer aucune taxe tant que l'état d'ordure premier ne sont pas enlevés. Sur les raisons d'une telle décision, les explications du président du marché. Même les Chinois qui sont ici venaient approvisionner ici en chair de poulet. Mais lorsque ils ont vu cette situation, tous sont partis. Et c'est un manque à gagner à nous. L'état d'ordure, laisser les eaux snaguer ici, toutes les larves naissent ici et peuvent engendrer beaucoup de maladies. Une décision motivée par les multiples correspondances ensuite adressées aux autorités. Chaque véhicule paie sa taxe 11 000 francs. Chaque étalage paye 125 par jour. Et presque chaque campagne, on reçoit, chaque jour que Dieu fait, on reçoit plus de 10 ou 15 camions ici. Les 6 sont des mangues, les autres ce sont des Maliens qui viennent du Mali. Nous déplorons le manque de considération des autorités locaux, en voir le maire, les élus locaux. Et cette situation concerne la municipalité qui n'a pas fait son travail. Après son homonyme de Dakar, le marché syndicat de Mbour est le plus grand du genre au Sénégal. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri. Mardi écho sur le business du mouton de Tabaski. À quelques jours de la fête, les chefs de famille déplorent la rareté et la cherté du mouton. Ils sollicitent d'ailleurs la compréhension des éleveurs, mais ces derniers restent attachés à leur volonté de faire de bonnes affaires. L'État, lui, est invité à prendre toutes les mesures pour approvisionner le marché Khadissila. La Tabaski avance à grands pas. La psychose demeure de plus en plus dans l'esprit de certains chefs de famille bousculés par ce sacrifice d'Abraham. Accomplir à tout prix, la cause est à chercher dans la cherté du prix du mouton, sans occulter le fait qu'il pourrait être en manque par rapport justement au coût exorbitant. Quelques éleveurs expliquent la situation. Cette année, le prix des moutons sera élevé du fait de nombreuses dépenses. Nous vendons des moutons de 200 000 à 500 000 francs. Le moins cher coûte 150 000 francs. Je ne pense pas qu'il y aura assez de moutons pour tous les Sénégalais. Les prix varient selon le type de mouton. Même dans les zones rurales, les moutons sont chers. Au moment où il y avait vraiment les Maliens, les Mauritaniens et trucs, il y a 10 ans avant, mais ce n'était pas aussi cher que ça. Moi, avec 50 000, j'arrivais à acheter un très bon mouton, très sincèrement. À plus forte raison, 60 000, 75 000, qui a un grand mouton. À pareil moment, un mouton à 75 000 francs, attention, arrivé à la maison, est-ce que madame, que les enfants vont être contents?
Du côté du ministère de l'Élevage, des voix s'élèvent pour balayer toute crainte liée à l'approvisionnement du marché en moutons. Dr Abalé Sall, chargé de la division des filières animales, précise. Ce que les gens doivent savoir également, c'est que Dakar est une ville qui est assez étroite, assez particulière, et les éleveurs ne prennent pas souvent le risque de venir tôt et de prendre en charge les différents frais qui sont liés donc à la vente des moutons. Donc ils préfèrent vraiment profiter du pâturage, on est en période hivernale, du pâturage qui est actuellement au niveau des zones d'attente, profiter de l'eau, donc ils ne payent pas, et que de venir et attendre vraiment à 10 jours, une semaine, et rentrer dans la capitale. Et je pense que à une semaine, et en tout cas d'ici 2-3 jours, ils verront que vraiment ce sera le rush. Si d'un côté, on assure sur les dispositions prises par les autorités étatiques pour satisfaire la demande sociale, le doute persiste toujours chez certains citoyens qui croisent les doigts dans l'attente de voir surgir les bergers derrière leurs troupeaux. D'ici là, Louga, les éleveurs restent optimistes. Il y aura suffisamment de moutons, déclare-t-il. Mais à moins de 2 semaines de la fête, le mouton se fait rare. Les clients ne se bousculent pas au forail municipal de la capitale du Ndiambour, nous dit Omar Kairé. Forail municipal de Louga. Les lieux sont presque vides à 10 jours de la fête de Tabaski. Les quelques éleveurs trouvés sur place voient rarement les clients. Place donc à la consommation du thé pour tuer le temps. Pour Sambaba et Malaini Saou, tous des éleveurs, il n'y a pas encore péril en la demeure. Ils rassurent qu'il y aura bel et bien assez de moutons pour toutes les bourses. Inch'Allah, il y aura assez de moutons pour tout le monde. Je parle en connaissance de cause parce que ça fait longtemps que je suis dans ce métier. Nous invitons toutefois les autorités à assurer la sécurité au niveau des forails. Il y aura des moutons pour toutes les bourses. J'invite donc aux clients à la raison, parce qu'il y a certains qui n'ont que 50 000 francs et veulent acheter des béliers de 200 000 francs. Pour moi, c'est là où se situe le problème. Les moutons sont en train de venir. Vous savez, les éleveurs préfèrent attendre les derniers jours pour venir à Louga car l'alimentation du bétail coûte très cher. Mais le marché sera rempli la semaine prochaine. Ce n'est pas encore la grande affluence au forail municipal de Louga à 10 jours de la fête de Tabaski. Mais la situation est loin d'être alarmante selon ces éleveurs qui rassurent que les moutons sont en route pour rallier Louga d'ici à moins d'une semaine. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Préparatif de la Tabaski, toujours les vendeurs de prêt-à-porter se frottent les mains. D'après les acheteurs, ces tenues sont plus accessibles. C'est un reportage de Mamou Gassama. Prêt-à-porter sont en vogue au marché HLM de Dakar à l'approche de la fête de Tabaski. Les prix varient selon la qualité et les clients se ruent vers les vendeurs. La vente marche à merveille. Actuellement, j'écoule des prêts-à-porter pour hommes et femmes. Et le prix varie de 4 000 à 7 000 francs CFA. À l'approche de la fête de Tabaski, on descend tard car nous sommes là jusqu'à 3 h du matin. Situation oblige, le commerce marche bien. Nos clients sont des Maliens, des Guinéens et des Sénégalais. Ce marchand ambulant vend uniquement des prêts-à-porter pour hommes, activité qu'il exerce seulement pendant les périodes de fête car il s'en sort bien. Dieu merci, les clients viennent pour acheter les tissus, voire même les ensembles là pour les hommes, ça marche bien. Les prix, ça varie quoi, selon les modèles et la qualité des tissus. À 15 000 francs, c'est VIP, moi je sais à 3 000, c'est nylon. Et il y en a des masses longues, des masses courtes, il y en a tout aussi, hein.
les 3 pièces, les 2 pièces. Cette dame nous explique le pourquoi elle préfère acheter des habits déjà cousus. Les prix sont chers. Vous savez, être mère de famille, ce n'est pas du tout facile car les charges sont nombreuses. Je préfère les prêt-à-porter car ils sont moins coûteux et actuellement, les tailleurs sont débordés avec le travail. Si certains préfèrent se rendre chez les tailleurs pour coudre leurs habits, d'autres choisissent des prêt-à-porter car, disent-ils, c'est moins coûteux et plus pratique. Les cordonniers et les vendeurs de chaussures importées, eux, sont un peu inquiets pour cause les affaires ne marchent pas pour cette Tabaski 2017, contrairement aux années passées. Rokhaya Ndour est allé à leur rencontre. La Tabaski pointe son nez, les cordonniers et vendeurs de chaussures importées se signalent, seulement ils soulignent qu'ils n'ont pas encore beaucoup de commandes par rapport aux années passées. Contrairement aux années précédentes, on n'a pas beaucoup de commandes. Cette année-ci, mais n'empêche, on travaille. On a des clients ici et même au niveau de l'extérieur. On n'a pas encore beaucoup de commandes cette année par rapport aux années précédentes. On avait beaucoup de commandes. Les gens n'ont pas aussi assez d'argent pour acheter des chaussures pour la fête. Un constat confirmé par les vendeurs de chaussures importées. On se débrouille quand même, voilà, c'est un peu dur, voilà, mais les clients commencent à venir petit à petit, voilà, ça va, on gère. Ça dépend des chaussures. Il y en a qui viennent de Dubaï, il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'autres pays. Il y en a qui préfèrent les longs talons, il y en a qui préfèrent les petits talons, il y en a qui préfèrent les compenser. Ça marche un peu quoi, parce que ça reste la fête de Tabaski, ça peut encore arriver, ça reste presque 8 jours, 9 jours. Et ça reste, mais les clients viennent de tout petit peu. Les gens de chaussures qui font tendance à cette fête de Tabaski, c'est les chaussures de transparence et les talons reposants. Certains clients préfèrent les chaussures locales, d'autres choisissent les chaussures importées en cette période de fête. Je suis entrée par là, les chaussures m'ont attirée. Je me suis dit pourquoi ne pas entrer faire mon choix. Toutes les chaussures sont pareilles. C'est à moi de faire le choix. Ils sont plus efficaces sont plus garantis que les autres. Parce que parfois, même les clients te disent qu'il faut finir d'acheter. Souvent, ce n'est pas de la bonne qualité. Le président de la Fédération nationale des professionnels du cuir du Sénégal, FENPROX, invite les autorités étatiques à limiter les importations de chaussures. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de commandes parce qu'auparavant, les chaussures là, ça marchait plus que pour le moment. Ouais, on a des problèmes sur les importations, les matières premières et les Chinois qui ont envahi vraiment notre territoire. Nous lançons aussi un message à l'État du Sénégal de faire des négociations avec les Chinois puisque eux, ils ont plusieurs métiers et que nous aussi, on a nos seuls métiers de nous laisser les chaussures, de faire des autres métiers. La Tabaski se profile à l'horizon et les artisans se signalent avec de nouvelles créations. Cependant, les cordonniers et les vendeurs de chaussures importées ne voient pas leurs efforts récompensés car, disent-ils, les clients se font rares. Actu région à Saint-Louis, les populations des quartiers Gorombat, Santhiaba et Guet-Ndar sont dans le désarroi total. Leurs habitations sont détruites par la mer. Ainsi, depuis quelques jours, elles vivent dans la précarité et la promiscuité. Leur cri de détresse dans ce mini-dossier de Gabriel Barbier. Un problème à Gorombat, Santhiaba, Guet-Ndar et sur toute la langue de barbarie. Nous sommes fatigués, très très fatigués. Parce que la mer nous bombarde nous tous. Moi, ma maison est toute détruite. Toute détruite. Je veux qu'on nous aide. Parce que tout est détruit. Nous voulons que notre président Macky Sall vienne nous aider parce que ici à l'école il y a trop de personnes. Notre famille est là.
nous sommes fatigués. Comme vous l'avez constaté vous-même, ces populations sont dans un désarroi incommensurable. Jamais de mémoire d'homme, on a vu des populations qui subvenaient à leurs propres besoins et qui aujourd'hui sont obligées quand même de faire autre chose que cela pour véritablement savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout à quelques encablures de la Tabaski. Mais moi, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu les mémoires. Parce qu'il y a 3 ans, le Premier ministre était de passage à Saint-Louis pour dire qu'une digue ou des brise-lames allaient être mises en place. Jusqu'à présent, que dalle. Présentement, un océan de malheur s'abat sur ces populations et se pose avec acuité l'épineuse question du relogement des sinistrés. Khariala, qui devait abriter au moins 150 logements destinés aux populations sinistrées de Gendar précisément. 100 pour Gendar et 50 pour Yaminar. Mais malheureusement, il n'y a que 68 logements qui ont été construits. Donc il y a un gap que jusqu'à présent les populations se demandent que sont devenus ces logements ou que sont devenus les montants destinés à ces logements. Donc la maire a attaqué et continue d'attaquer, ce qui pose un problème de relogement. Dans les 68 logements qui restaient, Gokhombac en a pris une vingtaine. Gendar, qui était le principal destinataire, n'a eu en tout et pour tout que 48 logements, ce qui n'est pas normal. En son temps, j'avais demandé qu'on fasse l'audit de ces logements, dans la construction d'une part, dans la distribution également, pour savoir exactement de ce qui s'est réellement passé. Donc, il va falloir remettre sur le tapis ce problème de terrain qu'il faut trouver pour ces malheureuses familles qui sont sans toit, qui sont sans ressources et qui sont vraiment dans des difficultés indescriptibles. On constate que l'État a fait état de désengagement total, mieux de mépris, pire de mépris. Ça veut dire que ces populations qui, disons-le, qui on a appelé à voter pour eux, pour le Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui, la langue de Barbarie, comme ils le disent, c'est eux qui ont gagné sur la langue de Barbarie, mais c'est la maire attaque la langue de Barbarie. Mais qu'est-ce que donc le régime de Macky Sall attend pour venir, pour subvenir à leurs besoins, pour les protéger, pour les recaser? L'école n'est pas simplement suffisant parce que ça, ce n'est qu'une solution d'attente, mais il faut quand même qu'on trouve une solution durable par rapport à leur recasement, mais par rapport aussi à l'avancée de la mer. Aujourd'hui, entre le canal de délestage, l'avancée de la mer et le retour des populations déplacées de Mauritanie ou Wiri-Wiri, Gendar et la langue de Barbarie s'offrent aux décideurs comme un énorme cahier de doléances. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, au moins 8 morts dans l'éboulement d'une décharge après de fortes pluies. Et puis, attentat en Catalogne, les 4 suspects inculpés d'assassinat terroriste. Les détails avec Khady Colonel Gay qui signe la page internationale. Au moins 8 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées ce mardi 22 août en Guinée dans un éboulement d'une décharge dans la banlieue de la capitale Conakry, selon la police. 5 corps, dont ceux de 2 enfants, ont été sortis des décombres puis transportés dans une morgue à Conakry. 3 autres ont été ensuite extraits des décombres. Des dizaines de blessés ont été évacués pour subir des soins. La cellule responsable des attentats en Catalogne préparait un attentat de plus grande envergure, a admis Mohamed Ouli Chemla, l'un des 4 suspects encore en vie des attaques. Il a également indiqué que l'imam de Ripoll était le cerveau des attaques. D'ailleurs, en fin d'après-midi, ces 4 hommes ont été inculpés d'assassinat terroriste. Les forces irakiennes ont repris mardi les quartiers Al-Kifa et Al-Nour dans la ville de Tal Afar. L'un des derniers bastions du groupe État islamique dans le nord du pays, c'est le Hashd al-Shabi, à savoir des unités paramilitaires engagées aux côtés des troupes gouvernementales qui en a fait l'annonce.
Sport CHAN 2018, le match Guinée-Sénégal est reporté à mercredi en raison de fortes pluies dans la capitale guinéenne. Le Sénégal avait remporté la manche aller 3-1 à Dakar. Ce match compte pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations prévu au Kenya en 2018. Et puis Afrobasket Dames 2017, les Lions ont battu l'Égypte 93-61 au Palais des Sports de Bamako. À la mi-temps, les protégés de Moustapha Gueye, menés par 43-22, les errements défensifs ont été la fausse note dans le jeu des Lions. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Ibrahim Ndiaye. Les Lions ont assuré leur 4e victoire avec un score de 93-61. Mais le secteur défensif reste le maillon faible de l'équipe nationale. Avec les 61 points pris ce matin contre l'Égypte, c'est la 3e fois que les champions d'Afrique en titre prennent plus de 60 points. Ceci remet au goût du jour la lancinante question de l'organisation défensive mise en place par Moustapha Gueye. Dans ce duel contre les Égyptiennes, les errements en défense ont été multipliés. Heureusement pour le Sénégal, les Lions ont réussi les tirs à 3 points. Ce geste technique a permis aux Sénégalaises de remporter cette victoire haut la main. Une ascendance psychologique pour aller défier ce mercredi le Nigeria pour la bataille du fauteuil de leader du groupe B. Parlons handball à présent. Le forfait de l'équipe de Djadji Sarr fait débat. Le club saint-louisien n'a pas fait le déplacement à Dakar pour jouer les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, faute de moyens pour le transport. Cette affaire remet au goût du jour la question du manque de moyens du handball sénégalais. Chérif Ndiaye est le secrétaire général de la Fédération de handball. Il est au micro de Théodore Semedo. La fédération a tenu une réunion jeudi passé et a décidé d'organiser les quarts de finale chez les dames parce que chez les hommes il restait un match retard du premier tour et immédiatement après la réunion de bureau on a envoyé les convocations au niveau de toutes les ligues concernées et la Ligue de Saint-Louis a été saisie. Le secrétaire on a eu le secrétaire général de la Ligue au téléphone et même les responsables de Djadji Sarr m'ont appelé disant qu'ils étaient en train de trouver les moyens pour venir. Mais comme vous le savez peut-être, la Coupe du Sénégal, ce sont les équipes qui s'engagent et qui vont faire la compétition par leurs propres moyens. Contrairement au championnat où la fédération prend en charge une partie du transport. Donc il est possible qu'ils ont eu des problèmes de transport pour venir, ou bien je ne sais pas, en tout cas on a attendu 15 minutes après l'heure du coup d'envoi pour déclarer, pour constater leur absence. On en vient maintenant à la revue africaine, une présentation de Safiatou Sissé. Bonsoir. Recrudescence des attaques terroristes, le G5 Sahel, une option, mais pas la solution. La déclaration porte la signature du député Maxime Lomboza Koné, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Dans une interview accordée à l'Observateur Palga, il propose entre autres solutions contre le terrorisme, une réforme profonde de l'armée, le renforcement de la justice et la lutte contre la pauvreté, particulièrement dans le nord du Burkina Faso. IZF, lui, s'intéresse à l'actualité en Angola. Angola, pour l'opposant Raphaël Marc, les jours du régime sont comptés, titre le site qui rapporte que depuis 20 ans, il pourfend les turpitudes de l'Angola du président José Eduardo dos Santos. Avant les élections générales de mercredi, le journaliste Raphaël Marc de Morée dénonce un scrutin faussé et prédit la chute prochaine du régime. Déjà condamné à 2 reprises pour avoir dénoncé la corruption du régime, Raphaël Marc de Morée, 45 ans, dénonce également les conditions d'organisation du scrutin, toujours dans le site interrogé par nos confrères ivoiriens sur ce qu'ils attendent des élections. Guinée, quand Toumba Diakité refuse d'abdiquer, s'exclame africaguinée.com et mon confrère Diallo Boubacar de souligner que malgré le refus des autorités de l'administration pénitentiaire d'accorder une suite favorable à sa requête, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis
Abbas Kamara, inculpé dans le massacre du 28 septembre 2009, n'abdique pas. AfricaGuinée.com ajoute que dans sa quête de meilleures conditions de détention, après avoir saisi la Cour pénale internationale, le commandant Toumba Diakité veut se tourner vers d'autres institutions. Au moment où le sort de Toumba Diakité occupe les colonnes des journaux guinéens au Mali, ce sont les attaques djihadistes qui sont au devant de l'actualité. Et Maliweb de s'interroger, nord du Mali, pourquoi malgré Barkhane, les djihadistes sont toujours là? Les républicains chroniqueurs à Maliweb expliquent alors que l'opération militaire est censée avoir chassé les djihadistes du Mali. Il apparaît que ces groupes poursuivent leurs activités au sud, voire également au nord, sous forme de cellules plus réduites. L'opération Barkhane a permis de stopper l'avancée des groupes terroristes vers le sud et le centre du pays. Elle a aussi ouvert la voie à l'organisation d'élections grâce à l'accord de paix préliminaire signé à Ouagadougou en 2013. Mais aujourd'hui, l'activité terroriste au Mali n'est plus qu'une question exclusivement liée au nord du pays ou à la présence de la force militaire, souligne le républicain. Mais aujourd'hui, l'activité terroriste au Mali n'est plus qu'une question exclusivement liée au nord du pays ou à la présence de la force militaire, souligne le républicain. Ouyaya efface les traces de Tebboune, c'est le titre qui barre la une du site algérien El Watan, et nos confrères de soutenir que Ahmad Ouyaya ne perd pas de temps. Moins d'une semaine après son installation à la tête du gouvernement, le Premier ministre a déjà entamé la mise en œuvre de ce qui s'apparente à une nouvelle feuille de route. C'était le journal de la rédaction. À toutes et à tous, merci de nous avoir prêté attention. Les informations continuent sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.